Des jours et des nuits de fête, d'angoisse, de joie pour une performance exceptionnelle dans l'histoire des hommes et un succès des Français et des Européens envié aujourd'hui sur toute la planète Terre. Bienvenue Jean-Yves Le Gall, bonjour. Bonjour. Tout simplement, comment Philae a passé la nuit? Bien écoutez, Philae a passé la nuit sur la comète et nous avons eu 3 bonnes nouvelles. La première, c'est que Philae est posée sur le noyau de la comète. Deuxièmement, Philae reçoit de l'énergie, ses panneaux solaires sont allumés et lui permettent donc d'envisager un futur. Et troisièmement, nous sommes en contact permanent avec Philae puisque Philae émet et envoie des informations à Rosetta et ensuite Rosetta qui est en orbite nous les retransmet. C'est-à-dire la liaison radio fonctionne. La liaison radio fonctionne. Au centre de contrôle à Darmstadt, Mais on a des cadrans et on est en direct avec Philae. à un moment, on parlait d'inquiétude en raison des dysfonctionnements des harpons qui devaient ancrer Philae sur les sols de la planète. Il y a plus de problème? Ce problème va être réglé dans la journée. Vous savez, on a des informations qui arrivent de façon parfois un peu parcellaire, mais l'information la plus importante, c'est qu'on est bien posé. Ensuite, on va voir ce qu'on fait sur les harpons. Donc, on est en train de faire une sorte de check-up de Philae. Et Philae, jusqu'à présent, ne vous échappe pas. Non, on est en contact et c'est ça le plus important. Et surtout, on a de l'énergie. Les panneaux solaires fonctionnent, ils voient le soleil. Et ce qui veut dire qu'on avait la pile qui permettait de vivre de façon autonome pendant quelques dizaines d'heures. Mais maintenant, les panneaux laissent envisager une vie beaucoup plus longue. C'est-à-dire, on disait 60 heures et qu'il fallait aller vite pour avoir le plus d'informations possible. Là, vous nous dites ce matin que grâce à cette énergie, Philae vivra davantage. Vivra Et, au-delà des 60 heures. ah oui. Et donc, Philae n'a pas arrêté de travailler. Est-ce que les caméras qui sont à bord, il y en a 8, est-ce qu'elles fonctionnent? Aujourd'hui, les informations que nous avons nous disent que tous les systèmes fonctionnent bien. Maintenant, les caméras, on aura la preuve qu'elles fonctionnent lorsqu'on aura reçu les images. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'attendre. C'est-à-dire que vous aurez dans la journée, dans la matinée. C'est ce qu'on espère. Oui. Et les informations, vous les recevez tous les 28 minutes, 30 minutes? Non, les informations, elles mettent 28 minutes pour nous parvenir. On les reçoit en permanence, mais quand on reçoit une information, cette information, elle a été envoyée 28 minutes auparavant par Rosetta, parce que Rosetta est à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre. Et si vous faites la division, 500 millions de kilomètres par 300 000 kilomètres par seconde, la vitesse de la lumière, ça fait 28 minutes. Et donc, Rosetta vous envoie ce qu'elle a reçu elle-même de De Philae. Philae. La comète est à 530 millions de kilomètres de nous, vous le dites, Jean-Yves Le Gall. Mais comment expliquer que Rosetta a parcouru dans l'espace pour y parvenir 6 milliards et demi de kilomètres? Mais- Et il n'y avait pas un raccourci à prendre? Non, il n'y avait pas de raccourci parce qu'on n'avait pas assez d'énergie pour y aller en direct. Et c'est pour cela qu'on a fait une sorte de ping-pong planétaire pendant 10 ans. On est passé auprès de la Terre, on a pris un peu d'énergie, on est repassé auprès de la Terre. Au passage, on a filmé 2 astéroïdes, Stennes et Lutetia. Et puis on a fini par se mettre exactement sur la même orbite que la comète. Alors, on nous dit que le voyage de Rosetta a duré 10 années. Hein, elle a été lancée par Ariane 5. Mais qu'est-ce qu'elle a fait pendant 10 années? Est-ce que vous étiez sans doute en contact et, j'ai envie de dire, en contrôle? Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle nous a envoyé des informations et puis elle a dormi. Parce que le voyage était tellement long qu'il y a un moment où il a fallu la mettre en hibernation pendant 31 mois. C'est-à-dire on a mis tous les systèmes sur off, elle ne marchait plus. Mais il y avait un petit réveil à l'intérieur. Et le 20 janvier de cette année, eh bien, elle s'est réveillée. Je peux vous dire que le 20 janvier, c'était aussi un moment d'émotion parce qu'on était tous là à attendre un signal qui venait du ciel, qui était le réveil de Rosetta. Rosetta s'est réveillée le 20 janvier. Ensuite, la deuxième date, c'est le 6 août. Quand elle a rencontré la comète, elle s'est mise sur la même orbite. Et puis la troisième date, bien sûr, c'était hier avec l'atterrissage de Philae. Et quand elle s'est réveillée, qu'est-ce qu'il y a eu, une petite sonnerie Oui, après, vous savez, les ingénieurs sont toujours un peu facétieux. Je crois que mais oui. voilà, non, mais on avait bricolé un tweet pour dire je me réveille, je suis en pleine forme. Mais lorsqu'elle s'est réveillée, elle a envoyé un signal Et électrique. qui s'occupait d'elle? Qui était en contact avec elle? Je veux dire, avec quelle périodicité? Puisqu'elle était télécommandée de la Terre. Elle est télécommandée de la Terre, elle reçoit des informations, elle a aussi de l'intelligence artificielle à bord. Donc les opérations sont conduites par le centre de l'Agence spatiale européenne en Allemagne à Darmstadt. Et les opérations spécifiques à Philae sont conduites au centre spatial de Toulouse, en France. Chez vous, Jean-Yves Le Gall, qu'est-ce que vous, les scientifiques, vous découvrez que vous n'aviez pas prévu? Je veux dire déjà. Déjà, la forme du noyau. Parce que toutes les théories nous disaient qu'on allait trouver un noyau qui allait être quelque chose d'à peu près sphérique. On disait une boule de neige sale et donc de neige plutôt compacte. Et on s'est rendu compte d'abord quand on a vu les photos
du noyau que ce n'était pas du tout sphérique, c'est cette forme donc, qu'on a qualifiée de canard, avec une surface totalement tourmentée, ce sont les séracs d'un glacier, et avec en plus une densité extrêmement faible, ce qui veut dire que là où on attendait de la glace, du dur, on a eu du mou, probablement de la neige poudreuse qui vient de Et tomber. ça, c'est bon signe ou mauvais signe? C'est nouveau, ce n'est ni bon ni mauvais, mais c'est quelque chose d'inattendu. Et c'est peut-être pour cela que hier, lors de l'atterrissage de Philae, ça a été un peu compliqué, parce qu'évidemment, on ne s'est pas posé sur du dur, mais on s'est posé sur quelque Qu'est-ce que chose. vous allez chercher, vous les scientifiques, au bout des recherches? Au bout des recherches, les comètes, c'est l'origine de la vie, parce que si nous sommes aujourd'hui, ce matin, à Europe, c'est parce qu'il y a des milliards d'années, des milliards de comètes ont bombardé la Terre, ont apporté l'eau sur la Terre, ont apporté des molécules prébiotiques qui ensuite, en se combinant, ont probablement fait de l'ADN, ont fait de la vie. En quelque sorte, la comète, c'est l'origine de la vie sur Terre, il y a quelques milliards d'années, mise au congélateur, et on va voir ce qui se passe. Oui, et ça se fait, et ça va se faire aujourd'hui, demain. Ça va se faire dans les jours qui viennent parce qu'à bord de Philae, il y a un petit laboratoire d'analyse, Sésame, qui va donc faire des prélèvements, des analyses. Et c'est extraordinaire parce que nous vivons des jours où la science-fiction devient de la science réelle. Et cette aventure, elle a l'air de mêler le plus lointain passé à un futur qui est encore inconnu, lointain et proche. Ce sont les deux, mais finalement, comprendre le passé, ça permet aussi de prévoir le futur. Mais aujourd'hui, ce qui est fascinant, c'est de voir que les progrès de la technologie font qu'on avance de plus en plus dans la quête de la vie extraterrestre ou dans la quête des origines de la vie. Et il y a des applications après pour les contemporains? Il y a des applications, bien sûr, savoir comment la vie s'est formée, c'est quand même extrêmement important pour tout ce qui est exobiologie et autres. Et puis, il y a des applications en termes de technologie. Quand on pilote Philae, Rosetta à 500 millions de kilomètres, ça rend plus facile de piloter des choses qui sont plus Est-ce que proches. vous permettez une question saugrenue, Jean-Yves Le Gall? Et Dieu dans cet espace-temps? Dieu C'est une bonne question. Lorsque on dit que la Terre, finalement, c'est un hasard, si à la surface de la Terre, il y a à la fois de l'eau, de la vapeur et de la glace, parce que la Terre est sur une orbite précise, si le rayon de l'orbite était un peu plus court, il n'y aurait que de la vapeur, s'il était un peu plus long, il n'y aurait que de la glace. Les scientifiques disent c'est le hasard. D'autres vous disent c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a mis là où elle mais est. il faudra se demander si Dieu doit se réjouir de sa nouvelle vie ou au contraire s'il doit s'inquiéter pour son avenir. Philae, au bout d'un certain temps, il va mourir? Philae va rester sur la comète. La comète va passer le 13 août 2015 au point le plus proche du Soleil. Et d'ici là, on va voir la comète qui va se mettre en ébullition. Parce que plus elle se rapproche du Soleil, plus la glace se sublime, c'est-à-dire le fond. Il va y avoir des geysers. Et on verra ça. Ça, on le verra à la fois avec Philae et à la fois avec Rosetta. Je veux dire deux choses. La mission Rosetta a mobilisé 2000 personnes pendant 20 ans, plus de 50 entreprises de 14 pays de l'Europe et de l'Amérique, pour le prix de 3 Airbus A380. Coût total 1,3 milliard. C'est à peine plus que les indemnités qui seront bientôt versées à Ecomove. Le projet Rosetta a été lancé il y a 30 ans. François Mitterrand était à l'Élysée. Il y avait des ministres, grands scientifiques eux-mêmes, comme Hubert Kérien. On leur rend hommage. Quel chantier vous avez en préparation pour les 10, 20, 30 ans qui viennent? Aujourd'hui, il y a un programme scientifique extrêmement riche qui est conduit par la France, à la fois à travers l'Agence spatiale européenne avec nos partenaires européens et avec les coopérations que nous avons avec les États-Unis, la Chine, l'Inde ou le Japon. Le prochain, c'est Ariane 6, c'est-à-dire... Le prochain, c'est Ariane 6, c'est un lanceur, mais au-delà des lanceurs, les lanceurs, c'est important bien sûr pour lancer les satellites, mais en termes de recherche scientifique, nous continuons l'exploration de Mars, et puis il y a des projets, moi, qui me font rêver. Aller explorer, par exemple, Europe, satellite de Jupiter, où il y a un océan de glace. On se demande si sous la glace, il n'y a pas autre chose. Ça fait absolument rêver. Il faudra revenir. Jean-Yves Le Gall et Ariane 6 doit affronter la concurrence low cost et déloyale de l'américain SpaceX, je le dis au passage, parce que c'est le faux-nez de la NASA. Merci. Philae nous est devenu familier. Son succès ouvre de nouveaux horizons dans la maîtrise de l'histoire et sans doute de la maîtrise de l'espace et sans doute aussi de notre espace. Bonne journée, elle va être encore longue. Elle va être longue. Merci. Merci.